prie. C'est pour vous. Les sièges sont là. Eh bien, bonjour ou rebonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver pour la suite de notre programme de conférences. Alors, pour notre deuxième étape du jour, on va sortir des sentiers battus un petit peu et on va surtout solliciter votre participation active. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas nécessaire d'avoir des grands diplômes universitaires en sciences, ni même de grandes connaissances scientifiques. En revanche, si vous avez un bon sens de la déduction, une bonne intuition, ça vous sera sans doute assez utile, mais je vais surtout laisser le soin à Lucie René, ici présente, de l'association Sciences Action Normandie, c'est ça. De vous expliquer les règles du jeu. Voilà, moi je m'éclipse. Merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce rendez-vous qui a lieu dans le cadre de Sur les épaules des géants. Aujourd'hui, je vous propose de jouer à Docteur Menteur. Quand je vais vous expliquer le principe, ça va peut-être vous rappeler des choses que vous avez vues sur YouTube. Vous avez ici face à vous deux personnes qui vont toutes les deux se présenter comme étant des doctorants ou des doctorantes, mais seule l'une d'elles dit la vérité et ce sera à vous de retrouver le véritable doctorant et d'identifier le menteur. Pour vous aider, on vous a distribué des petites fiches enquêtes. On va jouer cette partie en deux manches, donc le recto pour la première manche, le verso pour la deuxième manche. C'est écrit la même chose des deux côtés. Cette fiche, elle a pour but de vous aider à trouver des idées de questions à poser, vous aider à identifier peut-être les points à observer, les éléments qui pourraient vous permettre d'identifier qui est le menteur et qui est le vrai doctorant. Donc c'est pas du tout une fiche de cours, le but c'est pas de la remplir en entier, c'est plus pour vous accompagner dans votre enquête. Vous pouvez cocher du coup pour chaque affirmation quel est le candidat qui vous convainc le plus. Est-ce que c'est clair pour vous ? Ouais. Alors, avant de commencer, je vous ai parlé de doctorants, de doctorantes. Est-ce que vous savez tous ce que c'est ? Ouais. Vas-y. Alors juste, est-ce que tu peux nous une dire ? petite chose. Est-ce que vous pouvez attendre que le micro arrive jusqu'à vous pour répondre aux questions ou pour en poser d'ailleurs ? Merci beaucoup. Ils font des études pour devenir docteur oui, docteur. Effectivement, tu n'es vraiment pas loin de la vérité. Le doctorat, c'est donc un diplôme qui va leur permettre d'avoir le statut de docteur. Attention, pas forcément docteur en médecine, ça peut être docteur en tout et n'importe quoi. Pour vous faire un petit flashback de leur parcours, vous allez bientôt, ou un peu moins bientôt, ça dépend pour qui, passer le brevet. Ça va être votre premier diplôme. Nos deux protagonistes, ensuite, ils sont allés au lycée et ils ont passé un bac, leur deuxième diplôme. Après leur lycée, au moins l'un d'entre eux a choisi d'aller à l'université pour apprendre toutes les bases sur le domaine qu'il a choisi d'étudier et ça lui a permis d'avoir une licence, ça fait déjà 3 diplômes. Et à la fin de leur licence, quand ils ont toutes les bases sur le domaine qu'ils ont choisi, ils se sont spécialisés et du coup ils ont obtenu un master, 4e diplôme. Et là ils sont en train d'essayer d'avoir un doctorat, du coup qui est leur dernier diplôme de leur parcours universitaire. Ce doctorat, c'est un diplôme pour devenir chercheur, donc là ils sont apprentis chercheurs et leur objectif c'est d'améliorer les connaissances en trouvant une nouvelle chose, en découvrant une nouvelle méthode ou en améliorant la compréhension autour d'un sujet qu'on ne connaît pas très bien. Voilà pour les petites bases. Est-ce que c'est bon pour vous ? Ouais ? Donc vous avez compris, votre objectif, ça va être d'interroger nos deux protagonistes pour essayer d'identifier qui est véritablement un chercheur et qui ne l'est pas. Avant de vous lancer dans l'interrogatoire, on va quand même commencer avec quelques petites infos. Du coup, je vais vous demander à tous les deux de vous présenter très rapidement. Donnez-moi votre nom, prénom et ce sur quoi vous travaillez, puisque vous êtes futurs chercheurs. Bonjour, moi je m'appelle Agathe Laine et mon sujet de thèse c'est le suivi de la qualité de l'air en zone portuaire avec la mise en place de capteurs mobiles sur la zone du Havre. Ok. Deuxième profil. Moi c'est Clément Rocher, je suis un Havrais, je suis en 2e année de doctorat et mon sujet de recherche c'est la famille Augustin Normand, une famille établie au Havre pendant plus de 150 ans qui est très connue pour la construction navale. Ok, donc on a un profil, Agathe, qui a l'air d'être plutôt scientifique, sciences et techniques, laboratoire, et un profil, Clément, qui est plutôt historien, visiblement.
Eh bien, je vous propose qu'on lance cette session d'interrogatoire. Est-ce qu'il y a déjà des questions ? Alors, levez la main si vous avez des questions et on vous apportera le micro. Ce sera peut-être ce qu'il y a de plus simple. Donc, pour les nouveaux venus, peut-être vous expliquer en quelques secondes quel est le principe de cette conférence. Vous avez ici 4 personnes, 2 vrais doctorants, 2 personnes qui miment les doctorants, et tout l'enjeu réside dans votre capacité à déterminer qui est qui. Voilà, je pense que j'ai bien résumé. C'est ça. C'est ça, très rapidement. Parfait. Voilà, c'est bon, je m'en suis bien sorti. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public pour essayer de savoir si l'un ou l'autre nous dit la vérité ou nous ment, tout simplement? Je vois qu'il y a une jeune fille là qui lève la main, juste là. C'est bon, il est allé. Je pose une question à Agathe. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous avez fait pour avoir envie d'être dans le doctorat, je pense? Excellente question. Du coup, comment tu as eu envie de faire de la recherche ? Ça m'a été proposé. À la fin de mon master, en fait, j'ai été approchée par le docteur Bresset qui m'a proposé ce sujet de thèse, parce qu'en fait, on peut nous proposer des sujets de thèse. On peut aussi nous-mêmes en créer, mais moi, on me l'a proposé. Et comme j'étais passionnée par l'environnement, moi-même, je suis asthmatique et je me demande à quel point il y a eu un impact de la zone portuaire sur les habitants du Havre. Et j'ai voulu étudier ça. Ok, donc c'est plutôt lié à une rencontre. Ça peut être une bonne question qu'on peut aussi poser à Clément pour pouvoir comparer et voir lequel des deux est le plus convaincant. Alors, moi, j'ai toujours fait de l'histoire, j'ai toujours été passionné par l'histoire. Voilà. Et lorsque j'ai fait ma licence, en plein Covid, licence 3, j'avais déjà un professeur qui est devenu mon directeur de mémoire, ma directrice de mémoire pour le coup. Et lorsque j'ai fait mon mémoire, donc c'était master de recherche, donc je faisais déjà de la recherche en master, elle m'a proposé en fait de poursuivre et de me diriger encore en thèse. C'est-à-dire que j'ai la même professeure depuis presque 4 ans, voilà, qui me supporte. donc voilà, j'ai toujours baigné dedans depuis 2021 à peu près. Quand tu parles de mémoire, ça a un lien avec le cerveau ou c'est carrément autre chose ? Pas du tout. Alors mémoire, j'ai dit ça, comme si vous saviez. En fait, le mémoire de recherche, donc vous devez, comme le doctorat, vous avez un sujet de recherche, vous allez devoir aller un peu partout en Normandie ou même en France. Et vous allez en fait travailler, rédiger sur un sujet. Donc vous fabriquez de l'histoire en fait. Vous enseignez, fabriquez de l'histoire, vous fabriquez un savoir en fait. Vous aidez les gens, vous enrichissez un sujet. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait sur un sujet totalement différent en master. Je travaille sur le Mexique. Voilà. Ok. Pas comme au Havre. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Ah, toujours la même. On t'écoute. De l'autre côté, juste là. Ah. On change un petit peu. Vas-y. Qu'est-ce que c'est un master? Qu'est-ce que c'est un master ? Vas-y Clément. Alors le master, du coup, c'est le... t'es pas obligé d'en faire un, mais c'est la 4e et 5e année d'études que tu peux faire en sciences et techniques ou en sciences humaines. C'est un cycle d'études, si je peux dire. Donc tu fais d'abord une licence après ton bac, donc tu fais 3 ans. Donc quand tu fais une licence, tu t'apprends les bases en fait. Tu sors du lycée, tu as eu ton deuxième diplôme, le bac, et c'est la licence est ton 3e, et après tu pars dans le master. Donc après tu fais 2 ans où tu te spécialises encore plus. Donc tu peux faire, en histoire, tu peux faire un master pour devenir enseignant, avec primaire, par exemple, maternelle primaire, donc un premier, tu peux faire un master pour être un enseignant dans le collège, ou encore tu peux faire de la recherche, donc c'est différentes options. Tu te spécialises en fait. Et toi, tu as fait un master de quoi ? Alors, moi, il s'appelait Master Histoire, Territoire et Patrimoine, donc c'était un nom compliqué. En fait, c'est un master de recherche. Donc c'est pendant 2 ans, tu vas tout le temps aux archives, en fait, tu fais ça. Enfin, pas que, tu vas aussi en bibliothèque, tu rencontres des gens super bien, qui vont t'aider à construire en fait ton sujet. Tu travailles aussi avec ta prof, donc en fait, tu as un seul prof pendant 2 ans, ou parfois tu as des co-encadrants, donc tu peux avoir plusieurs profs, mais voilà, c'est une expérience de recherche. Ok. Et moi, j'ai fait un master en physique appliquée. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions pour essayer de déterminer qui est qui? Je vois que devant, monsieur, une question. Alors un petit instant, il y a le micro qui va arriver jusqu'à vous. Juste une question. Tout à l'heure, vous disiez que le master n'était pas obligatoire, c'est ça? Non, je dis juste que si vous faites
Enfin, c'est pas forcément une obligation en études si vous voulez faire autre chose. En recherche, oui, forcément. En fait, un master recherche, c'est la logique dans le. Pour avoir un doctorat, on est obligé de faire Voilà. bac, licence, master, etc. Mais en soi, c'est pas le seul parcours qui existe. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'ai l'impression qu'on a... Là-haut, je vois qu'il y a oui. 2 mains tendues. Ah, le retour. Qui est docteur Presse? Qui est le docteur comment? Presse. Non, c'est le docteur Bresset. Ah, C'est le docteur Bresset, c'est la personne qui m'encadre dans le cadre de ma thèse. Et c'est mon mentor, en fait, à qui je peux poser des questions et qui m'aide dans mes recherches. juste Juste derrière, là. je crois qu'on a une question. Jeune homme, main levée. Mais donc, du coup, dans votre travail, il y a plusieurs différents métiers. Et vous faites quel travail dans le métier? Enfin, vous faites quel métier dans le travail? Ah, Question pour moi Voilà, ou pour question Agathe complexe. Ou vas-y pour Clément, deux peut-être. Alors, la question, c'était quel travail je fais finalement en doctorat? Quel est mon travail en fait? Alors moi, ce que je fais tous les jours, enfin la plupart du temps, c'est que je me déplace. Je reste pas au Havre en fait. Vu que mon sujet c'est le Havre, je cherche en fait avec les descendants de la famille qui vivent plus du tout au Havre. Je vais chez eux la plupart du temps où ils m'envoient ce qu'ils ont comme document. Donc ça peut être des photos, ça peut être des cartes postales, ça peut être des lettres, des maquettes même, j'ai vu des maquettes. Et je travaille aussi avec des musées. Et en fait, c'est à moi en fait qui me déplace. Moi, mon métier, c'est de chercher, c'est d'aller trouver ce que les gens ne savent pas sur l'histoire de la famille Augustin Normand, parce que on va dire, c'est vieux. Entre deux, il s'est passé plein de choses et les gens ont oublié. Donc moi, en fait, mon objectif, c'est d'essayer de rappeler un peu aux gens cette histoire qui est pas perdue, hein, elle est encore là, mais d'essayer de tirer ça des papiers, des greniers en fait. Voilà. Ok, donc tu travailles sur l'histoire d'une famille, mais si on te demande, Clément, c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu réponds? Alors, j'ai 2 métiers, on va dire. En fait, je suis encore étudiant, donc c'est par métier, je suis encore étudiant, et je suis chercheur. Voilà. Et après, je peux dire, oui, je fais de la recherche, je fais de l'histoire. J'espère que je vais produire de l'histoire à la fin. C'est le but, c'est que je fasse un long texte, je rédige un manuscrit, donc je peux dire que je suis historien. Voilà. Ok, J'espère. donc chercheur, historien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Peut-être la même question à Agathe. Je suis curieux Ah de oui, savoir pardon. comment elle se présenterait. Moi, déjà, mon doctorat, là, je suis en 2e année. Et la première année, ça a été la mise en place de mon protocole scientifique pour pouvoir cartographier en fait les zones à étudier et comment les étudier selon le temps, l'activité portuaire, etc. Et en ce moment, je suis sur la concrétisation en fait de ce protocole. Du coup, depuis le début du mois de septembre, je me balade avec mon vélo pour l'instant et mon capteur et j'essaye en fonction du temps, d'aller par zone prélever un peu l'air et les composés organiques qui sont présents. Parce qu'on le rappelle, Agathe, elle travaille sur la qualité de l'air. Je vois qu'il y a plein de questions. On va peut-être aller de ce côté-là. Une forêt de mains levées. Allez-y, vous pouvez passer le micro. Alors, on privilégie quel côté de la salle? Je crois que côté droit, ça a pas mal anticipé. C'est quoi un composant de l'air? Très bonne question. C'est quoi un composant de l'air? Alors c'est tout ce qui compose l'air, les COV, les composés organiques volatiles. Et moi, je m'intéresse plus particulièrement à s'il y a du gaz carbonique dans l'air ou alors la présence de métaux lourds sous forme gazeuse. Et c'est ça qui crée la pollution et les désagréments quand on respire. Ok, en tout cas, elle a plein de Précis. vocabulaire. J'ai pas tout compris personnellement, mais je veux bien le croire. Dans l'air, il y a plein de petites choses qui... Oui, enfin, elle est composée de plein de et qu'on particules en respire. fait, qu'on respire. Ouais. Ok. Et on en rejette nous-mêmes, on absorbe de l'oxygène, on rejette du dioxygène. Et moi, je m'intéresse à toutes les autres particules qui composent, qui sont présentes dans notre air et qui devraient peut-être pas y être s'il n'y avait pas de pollution. Ok. Je crois que notre phase d'interrogatoire va pas tarder à arriver à sa fin. Donc, on va prendre peut-être 3 dernières questions. Je vais vous demander d'être particulièrement perspicace et incisive dans vos questions. Allez-y. Ma question s'adresse à Agathe. Les fameux capteurs, vous pouvez les mettre n'importe où, parce que sur la zone
industrielle comme sur la zone portuaire, on ne peut pas faire n'importe quoi et on ne peut pas accéder, certainement pas en vélo. Alors, ça c'est une première question. Deuxième question, il y a des polluants qui, politiquement, ne seraient pas forcément acceptables. Comment vous faites ? Je pense notamment à certains polluants tels que la dioxine. Question très C'est-à-dire technique. comment je fais, pardon ? Oui, pour certains polluants, lorsque vous allez produire votre mémoire, c'est ça ? Il y a des polluants. Votre thèse, excusez-moi, je ne maîtrise pas. Votre thèse, vous allez devoir expliciter ou bien écrire qu'il y a des polluants qui ne sont peut-être pas rock'n'roll, si vous me permettez l'expression. Dans ce cas-là, il faudra mettre le gouvernement face à ses responsabilités. S'il y a des polluants qui sont trop présents dans l'air et qui ne devraient pas y être, c'est un sujet délicat. Moi, j'ai des accès à des zones en particulier qui m'ont été ouvertes pour que je puisse me balader avec mon vélo et mon capteur. Mais j'ai pas accès à toutes les zones, effectivement. Mais surtout, je me balade pour l'instant autour des docks et du port. Ok. Le monsieur qui a posé la question a l'air sceptique. Ils s'en frottent les mains d'ailleurs. Une autre question, vas-y, on t'écoute. Si vous n'aurez pas fait diplôme en doctorat, vous aurez fait quoi d'autre ? Un autre diplôme ? Ah, sympa comme question. Si vous n'étiez pas sur la voie de la recherche. Moi, je pense que j'aurais fait archéologie. Mais en fait, quand j'étais petit, je voulais faire ça. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc, je ne sais pas si j'aurais réussi, mais c'est ce que j'aurais voulu faire. Donc, voilà. Bon, un historien qui veut devenir archéologue. Il y a plus original quand même. Hein. Agathe, est-ce que toi, tu avais un rêve d'enfant un peu fou ? Ou toi aussi, c'était la recherche depuis toujours ? Non, sinon je serais allée dans la profession, enfin je serais devenue professeure. Ok. Je pense. Et une dernière question pour les départager, peut-être ? Sans être indiscret, Ah oui. quel âge avez-vous ? Ah, C'est une bonne question, ça, mine de rien. Moi, j'ai 24 ans. Et moi j'en ai 27. Merci. ok. On peut faire un doctorat à n'importe quel âge, je précise. Sachant qu'on a son bac à environ 18 ans. Je vous laisse faire le calcul. Malheureusement, on va devoir arrêter cette phase d'interrogatoire, mais ne vous en faites pas, une deuxième manche vous attend. On va du coup passer au moment de la révélation. Ce que je vous propose, c'est de voter pour, selon vous, qui est le véritable doctorant qui vous a le plus convaincu. Qui pense que Agathe est la vraie doctorante ? Levez la main pour ceux qui pensent que c'est Agathe. Ok, pas mal. Ouais, c'est partagé, hein. Qui pense que Clément est le véritable doctorant et le vrai chercheur parmi notre duo ? Oh ! Les résultats sont très partagés. Eh bien, pour la révélation, je vais demander du coup au menteur ou à la menteuse de quitter le plateau. Ah, bravo. Bravo Agathe pour ta performance. Agathe, rapidement, si tu n'es pas doctorante, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Moi je suis comédienne, voilà. Que semblant. Pour conclure cette partie, Clément, est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur ton parcours, ton sujet ? On a compris que tu travaillais sur une famille du port du Havre. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment tu travailles en histoire ? Alors du coup, moi, c'est un sujet de sciences humaines, donc forcément, je ne travaille pas en laboratoire comme on peut s'imaginer un chercheur avec sa blouse blanche, tout ça. J'ai un peu donné des indices, c'est que je bouge beaucoup. Moi, je suis vraiment dans le train constamment, je vais sur Paris. J'ai peut-être des photos après sur ça, mais je vais souvent aux archives de Vincennes, donc c'est les archives de la Défense. Donc j'ai beaucoup, comme c'est un sujet qui est très riche, je travaille sur la marine, forcément, je travaille sur les bateaux, mais c'est une famille qui a produit des navires de guerre aussi, donc c'est pour ça que je vais là-bas. Voilà, je fais... Des sous-marins, dit monsieur, je crois. Des non sous-marins, oui. Alors ça, je n'ai pas précisé, moi je travaille sur la période 1816-1911. 1816, c'est le moment où ils partent d'Honfleur et ils s'installent au Havre, donc Augustin Normand s'installe au Havre. 1911, en fait, c'est le moment où son descendant, Marie-Augustin Normand, son arrière petit-fils, demande au président de la République, Armand Fallières, de lui accorder le changement de nom, donc il s'appelle en fait Augustin Normand. Donc c'est-à-dire que son nom de famille, c'est Augustin Normand. Il porte le nom de famille, son nom de famille, c'est le prénom de son arrière-grand-père.
Donc voilà, c'est le prestige, ça y est, ils l'ont acquis. Donc je travaille sur 95 ans d'études, donc c'est un sujet qui est militaire, c'est un sujet qui est social, parce que je travaille aussi sur les ouvriers qui peuplaient les chantiers. Voilà, un sujet qui est économique, parce que c'est des gens qui ont aussi voilà, beaucoup œuvré pour le développement du Havre, pour le patrimoine havrais. Donc voilà, on peut dire plein de choses, hein, mais pas beaucoup de temps. Non, bah, c'est très clair. Peut-être, est-ce qu'on peut voir des photos pour se projeter un peu mieux? Là, tu nous disais que tu allais travailler Voilà. dans des bibliothèques. C'est la salle de lecture Louis XIV à Vincennes. Donc j'ai mis celle-là parce qu'elle est magnifique. Et ensuite, on va voir Des types d'archives de ce qu'on peut voir. Alors, vous avez le modèle de l'hélice en fait, hein, qui est développé par Augustin Normand et Barnes, un ingénieur anglais. Et vous pouvez la voir à l'hôtel du Bocage de Bléville. Tout ce que j'ai utilisé, c'est des choses que vous pouvez voir aux archives municipales du Havre ou à la bibliothèque Armand-Sadacrou. C'est des choses que vous pouvez faire, même en tant que Havrais, pas du tout. Voilà, en tant que chercheur, on peut tous être chercheurs en fait. Et vous pouvez avoir accès à ces documents-là. Donc vous avez des petites photos assez intéressantes de construction de navires. Ok, bah merci beaucoup Clément. Je pense Merci qu'on à peut vous. l'applaudir. Maintenant que vos capacités d'enquêteur sont bien échauffées, je vous propose qu'on passe au duo suivant. De lire ce que j'ai fait. Oui, il y a un manuscrit dans je ne sais pas dans combien de temps, mais oui, il y aura possibilité. En fait, je fais déjà des séminaires qui sont accessibles à tous. C'est le séminaire Penser le maritime. Donc il est possible que je fasse encore des participations, c'est chaque année. Après, pour ce qui est du manuscrit final, non, ce sera lorsqu'il sera rendu public. J'espère faire des articles entre deux, peut-être. Je vais demander du coup au duo suivant de s'installer. Ah, on est chaud. Tu veux qu'on reste debout comme tu veux? On peut rester debout si tu veux. Alors, en attendant qu'ils s'installent, ce sont les mêmes profils. Donc, a priori, ils sont tous les deux doctorants, mais il n'y en a qu'un seul qui l'est véritablement. Encore une fois, ça va être à vous de l'identifier. Donc, pour amorcer cette phase d'interrogatoire, est-ce que vous pourriez tous les deux vous présenter rapidement, donner votre nom, votre prénom et ce sur quoi vous travaillez? Bien sûr. Alors déjà, premièrement, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Arthur Godin. Et mon sujet, c'est reconstruire le Havre en 3D, modélisation et valorisation numérique de l'architecture Perret. Il a très bien appris son sujet. Sobre. Vas-y. Moi, bonjour à tous, je suis Abid Yolan et je travaille sur un des aspects du changement climatique qui est l'érosion du trait de côte. Et je m'intéresse plus particulièrement au déplacement des particules sédimentaires dans un contexte de marée et de vagues. Ok, donc on a un profil solide plutôt aussi, architecture, monument, si j'ai bien compris, et Yolan qui travaille plutôt en lien avec l'environnement et le littoral, la mer. Vous aviez compris ça aussi? À peu près. Est-ce qu'on a déjà des questions? Oui. Qu'est-ce qui vous a fait envie de faire ce métier? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Moi, du coup, c'est le fait d'apporter ma contribution dans une lutte que je trouve importante, parce que le changement climatique, aujourd'hui, ça nous concerne tous, et le fait de pouvoir apporter une pierre à cet édifice pour limiter les dégâts, je trouve ça que c'est un enjeu et sociétal, mais aussi de recherche, donc c'est apporter une contribution pour tout le monde, en fait. Et pour ma part, ça fait très longtemps que je suis passionné par l'architecture et par l'urbanisme. Et ici, au Havre, on a la chance d'avoir eu Auguste Perret, qui a été à la fois architecte et urbaniste. Et ça, franchement, c'est quelque chose de très très rare dans le monde. Voilà. Ok, je vois qu'on a une autre question ici. Mais qu'est-ce que vous voudrez faire quand vous aurez, pour votre métier, pour la fin de votre vie? Quels sont vos projets? À la fin de votre doctorat, qu'est-ce que vous allez faire? À la fin du doctorat, alors par exemple, moi j'ai la possibilité de travailler dans les archives. Les archives sont très friandes, en fait, très demandeuses d'archives numériques, non pas pour enlever les plans et les photographies déjà existantes, mais pour les additionner, en fait, pour avoir vraiment des archives en 3D d'œuvres d'art, de bâtiments, de monuments et tout ça, par exemple. Ok.
Et moi, du coup, j'ai deux solutions. C'est soit être chef de projet pour vraiment construire des digues et tout ça pour empêcher l'eau de détruire notre littoral et tous les biens et menacer les personnes qui y habitent. Et ensuite, moi, j'aimerais aussi être enseignant-chercheur, c'est-à-dire en plus d'acquérir de la connaissance et d'améliorer la science, c'est de transmettre surtout les connaissances aux plus jeunes parce que je trouve ça important, parce que c'est un enjeu qui va surtout vous concerner et notre génération aussi, mais c'est vous qui allez en subir les impacts en fait. Ok. Je vois qu'on a... Non, finalement non. Ah, une autre question là-haut, au milieu, avec le t-shirt bleu foncé peut-être. Qu'est-ce que vous faites en dehors des recherches? Ah. Qu'est-ce que je fais en dehors des recherches? Alors, je fais un peu de sport, j'aime beaucoup le volleyball. Et moi, je fais beaucoup de trail en fait, je fais des courses en montagne et surtout du foot aussi également, beaucoup de sport majoritairement. Ok, mais du coup, vous passez vraiment vos journées de travail à faire de la recherche ou vous avez d'autres activités On a d'autres activités, comme là par exemple, on est avec vous, mais également on donne des cours et des fois également on passe dans des séminaires et des conférences pour voir nos pairs et voir l'état d'avancée dans notre domaine en fait. Ok. Bonjour. Ah oui, pardon. Désolé. On entend souvent parler de la trame Perret, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? De là, pardon? La trame Perret. La trame Perret? Oui. Alors, pardon, mais je n'ai pas entendu parler de la trame Perret. Ah, c'est dommage. Ah. Ça, c'est éliminatoire. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question de connaisseur, oui, sniper. Qui a construit le pot de yaourt un peu? Le pot de yaourt, tu parles du volcan. Alors ça, oui. C'est pas Auguste Perret, c'est Oscar Niemeyer. Bonne réponse, visiblement. J'ai une question pour Arthur. Oui. Ouais. Vous dites que vous travaillez un peu sur l'architecture numérique, mais il y a un centre de recherche numérique au Havre. Alors moi, je suis au laboratoire IDES, mais après, en fait, je me déplace beaucoup. Si tu veux, moi, je fais de la photogrammétrie, ça s'appelle. Donc, en gros, c'est une science numérique. C'est prendre des mesures à partir de photographies. Et à partir de photographies, en fait, on peut reconstituer des objets en 3D, en 3 dimensions, que ce soit des œuvres d'art, que ce soit des monuments, par exemple. Et on les fait, effectivement, avec une précision très, 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 très nette. Ok, on a bien cerné le sujet d'Arthur. Peut-être est-ce qu'il y a des questions sur le sujet de Yolan après, parce qu'il a utilisé plein de jargon. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Allez-y. J'ai une question un peu plus générale. D'après vous, quelles sont les principales qualités à avoir pour mener un doctorat? Très bonne question. Pour moi, pour mener un doctorat, il faut 3 qualités qui sont importantes. C'est la patience, la persévérance et un grand esprit de synthèse. Ok. Arthur, tu dirais... Je suis assez d'accord avec ça. Il valide. Synthétique dans les deux cas. C'est très bien comme ça. Ma question s'adresse... Excusez-moi. Oui. Ma question s'adresse à Yolan. Ton travail, c'est sur la zone, je dirais, normande ou pas? Non, mon travail, il est vraiment à l'échelle mondiale. C'est vraiment... On prend... par exemple, là, actuellement, j'ai travaillé plus sur le nord, tout ce qui est les côtes du nord de la France. J'ai pris des sédiments qui ont été au large de Dunkerque et ensuite j'ai testé leur résistance au courant pour voir à quelle vitesse ils s'érodent en fait. Alors justement, si on parle aussi du Nord, vous avez en Seine-Maritime, on a les falaises. Oui. Qu'est-ce qui, pour toi, est le plus altérant pour les falaises? La mer joue le rôle de déblaiement, mais qu'est-ce qui est le plus altérant pour une falaise? C'est le vent qui altère le plus. En fait, par exemple, à l'échelle, quand on prend... La mer, elle était déjà là il y a 65 millions d'années. En fait, le niveau des falaises actuelles que vous avez sur vos côtes, la hauteur maximum sommitale, c'est l'ancienne hauteur marine maximum qu'il y avait il y a 65 millions d'années à la fin du Jurassique et du Crétacé. Ensuite, le niveau de la mer a descendu, ce qu'on appelle les périodes d'émersion. Et ensuite, du coup, au fur et à mesure du temps, il y a le vent qui fait son travail de sape. Et du coup, avec la pluie et les précipitations, ça va entraîner les glissements que vous voyez au fur et à mesure. Nous, on teste ça sur des logiciels qu'on appelle par exemple Talrand, et ça nous permet de tester avec les propriétés géotechniques le glissement de ces falaises.
Juste pour récapituler, peut-être pour ceux qui n'ont pas fait une thèse en biologie, si j'ai bien compris, tu regardes du sable bouger avec le courant de la mer et comment ce sable, quand il bouge, il peut abîmer les falaises, un peu comme si on ponçait les falaises. En fait, c'est par exemple, vous imaginez une plage de sable et vous allez avoir le courant qui va arriver et au fur voilà, la marée, les courants, ça peut être des vagues également, mais c'est différentes installations en fait. On ne peut pas dans une installation et simuler de la marée et simuler des vagues. Et du coup, par exemple, pour la marée, on envoie un courant qui est constant avec une seule vitesse et on regarde au fil du temps comment nos particules vont se déplacer en fait. Et en fait, on va voir si c'est un déplacement particule par particule ou plus un déplacement de masse. Ok, si des grains de sable ils bougent tout seuls, Voilà. ou si c'est vraiment un de déplacement de grains masse. sable Et en fait, on a différents seuils. On quantifie le seuil où on a la particule qui bouge et ensuite le déplacement de masse. Et en fait, quand par exemple vous vous baladez sur la plage de sable, il n'y en a pas beaucoup par ici, mais si vous allez dans le Calvados, vous allez voir sur les plages à marée basse des formes qu'on appelle des rides. Et ça, du coup, c'est typiquement ce que nous on cherche à obtenir dans nos installations. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vois qu'il y en a plein par là. Oui, vas-y, on t'écoute. Mais en fait, on nous avait expliqué que Auguste Perret, il n'était pas urbanisme. Non, en fait, il est architecte à la base, mais l'architecture, c'est de l'urbanisme. C'est juste que l'urbanisme, ça va être à l'échelle d'une ville, si tu veux. Et lui, il a reconstruit 150 hectares du Havre, donc ce qui est considérable. Il a construit, par exemple, l'hôtel de ville, il a construit des immeubles, il a construit l'église Saint-Joseph. Et c'est pour ça qu'en fait, je dis qu'il est aussi urbaniste, c'est qu'il a créé vraiment une partie de ville. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Vous prétendez connaître Auguste Perret, mais est-ce que vous savez le projet qu'il voulait réaliser? Il voulait pas reconstruire le Havre à l'identique. Est-ce que du coup vous savez qu'est-ce qu'il voulait faire? Non, effectivement, en fait, il n'a pas reconstruit d'ailleurs le Havre à l'identique, et ça a fait râler énormément de monde à l'époque. Les gens étaient contre. Les gens étaient contre le fait qu'Auguste Perret reconstruise le Havre de cette manière-là. Il y a même eu des grèves, des mouvements de grève exprès. J'ai l'impression, Arthur, que si tu cherches des assistants pour t'aider dans tes recherches, peut-être quoi faire. Je pense. Oui. Juste une question pour chacun. Est-ce que vous pourriez nous donner juste le sujet de votre mémoire de master de fin de M2? Ah, bonne question. Moi, c'était l'étude de la stabilisation des berges du canal de Caen à Ouistreham. Précis. Et pour ma part, ça parlait de la photogrammétrie, en fait. C'est le sujet de ma thèse, du coup. Voilà. Ok. Précis aussi. On arrive vers la fin de notre interrogatoire. On va prendre les 3 dernières questions. Je crois qu'il y en a quelque part par là. On t'écoute. Qu'est-ce que je voulais dire? Vas-y. Ah oui, mais comment vous faites du coup pour empêcher le réchauffement climatique? Alors ça c'est vraiment à mon échelle actuellement, je peux pas te dire que je l'empêche, c'est pas vrai parce que faut quelque chose à l'échelle, faut que ce soit à l'échelle nationale voire mondiale. Par exemple pour se reprendre d'autres problématiques, on a la pollution et tout ça, c'est vraiment les gouvernements qui vont faire ça. Moi j'essaye d'apporter ma contribution dans un domaine en fait pour avancer, développer des digues ou autre chose en fait. Une autre question, oui. Du coup, c'est au sujet des plages dont vous nous avez parlé. Donc, du coup, vous avez parlé d'une plage. Par hasard, ça serait pas une plage du débarquement? Il n'y en a pas qu'une, hein, par oui, exemple. Oui. Tu te balades, tu pars de Villerville, qui est de l'autre côté, à côté de Deauville, et tu vas jusqu'à Grand-Camp-Mézy, qui est à l'extrémité du Calvados. C'est la plupart du temps, c'est des plages de sable. Il y en a quelques-unes où on pêche de la coquille Saint-Jacques et où c'est pas du sable, mais le reste, c'est du sable. Mais du coup, est-ce que la guerre, le débarquement a impacté du coup les falaises? Non, le débarquement, ça impacte pas les falaises, même si les envahisseurs avaient construit des bunkers en haut, mais sinon, non, à l'échelle, tu prends à l'échelle des temps géologiques, ça n'a rien fait. Hein. Merci. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas fait cette vocation-là? J'ai pas entendu, excuse-moi. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'avez pas fait cette vocation-là? Moi, j'aurais été footballeur professionnel. Carrément autre chose. Et moi, j'aurais beaucoup aimé travailler dans les aquariums. Ok. C'est autre chose. J'ai une question pour vous. Avez-vous des enfants?
Ah. C'est personnel, ça, comme question. Pas sûr que ça permet de déterminer qui est qui, mais bon. Non, franchement, non, pas d'enfant. Non, pas d'enfant non plus. À moins que je sois pas au courant. Eh bien, c'est sur cette dernière question qu'on va arrêter notre phase d'interrogatoire. Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est, selon vous, le véritable doctorant, le véritable chercheur? Qui pense que Arthur est le véritable doctorant? Arthur, avec le sweat rose. C'est très mitigé pour Arthur qui pense que Yolan avec le t-shirt blanc est le véritable doctorant. Visiblement c'est une innovation. Je vais demander du coup aux menteurs de quitter le plateau sous les applaudissements. Il a été bon, hein. Arthur, peut-être tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, vu que visiblement tu ne travailles pas sur Auguste Perret. Oui, bah du coup, je suis comme Agathe, je suis comédien. Voilà. Pour finir du coup cette session de docteur-mentor, Yolan, tu as évoqué plein d'aspects de ton travail. Est-ce que tu peux peut-être revenir dessus et nous expliquer justement comment tu étudies la marée, le mouvement du sable, etc. En fait, dans notre laboratoire, on a ce qu'on appelle des canaux à houle ou à marée, à courant. Et du coup, en fait, comme vous voyez ici, en fait, c'est ces installations-là. Donc ça paraît pas, mais c'est des installations qui sont très coûteuses. Ça coûte plus de 400 000 € d'avoir ce genre de choses. Donc du coup, en fait, là, vous avez le canal. Là, vous avez le poste avec l'ordinateur. Et ce que vous voyez en orange, c'est ce qu'on appelle le débitmètre. Donc c'est avec ça qu'on va contrôler quelle force du courant on envoie dans le canal pour pouvoir mettre les sédiments. On les met au bout du canal, donc sur l'extrémité que vous avez à droite, dans une fosse. Et du coup, on utilise une méthode optique, donc qu'on appelle la méthode de corrélation, qui a été développée dans notre laboratoire, avec une caméra pour savoir exactement à quel seuil et à quelle vitesse notre sable va bouger. Mais également, j'étudie, et ça c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est au-delà du sable, j'étudie également le limon, donc les particules plutôt argileuses, beaucoup plus fines, que vous pouvez trouver dans votre jardin, de la terre en fait, pour vous la faire plus simple. Parce que du coup, on ne trouve pas que du sable. Et là, voilà. Donc là, à gauche, c'est une image de notre profileur de vitesse. Donc ça, c'est ce qui me permet de mesurer en temps réel la vitesse de notre courant, à peu importe la profondeur. En fait, ça va me donner le profil du bas en haut. Ça fonctionne selon l'effet Doppler. Je ne sais pas si vous avez vu ça en physique, mais en gros, c'est en fonction de la rétrodiffusion des ondes. Et ensuite, en bas, c'est une méthode que je vous disais avec la corrélation des images, donc c'est avec la caméra. Et ça, c'est en continu avec une fréquence de 2 images par seconde. Je vois comment les particules évoluent au fur et à mesure du test, en fait. Et en haut à droite, donc là, c'est les rides. C'est ce que je vous parlais, que vous pouvez voir sur les plages. Et là, quand on arrive à ce niveau-là, c'est le niveau maximum d'érosion que peut atteindre le sable. Et donc, le test, il est fini, en fait. Ok, donc si je comprends bien, tu vas pas sur la plage pour regarder les grains de sable en vrai, tu reconstitues un peu dans un canal à houle, ce qui est genre un grand aquarium rectangulaire, tu mets du sable et tu fais bouger l'eau pour reproduire un peu les effets de vagues. En fait, c'est une reconstitution miniature de la réalité, en fait. Parce que du coup, on peut pas le faire à échelle réelle, parce que imaginez que je vais sur la plage et avec ma petite caméra, ça servirait à rien. Il y a trop d'aléas, il y a du vent, la caméra va tomber, le sable il est mou, donc la caméra va s'enfoncer. J'ai aucun moyen de contrôler. Alors que là, l'avantage du modèle physique, c'est qu'on peut contrôler tous les forçages et donc savoir exactement quel paramètre va jouer sur quel résultat, en fait. Ok, donc tu nous as parlé du débit, donc la vitesse du mouvement de l'eau. Tu nous as parlé du mouvement des particules. En gros, tu mets une caméra et tu fais un espèce de super ralenti pour voir exactement comment bouge chaque grain de sable. C'est ça. En fait, je peux régler la fréquence d'acquisition des images de ma caméra. Et du coup, en fait, je vois exactement, si je fais un focus sur une zone, je vois exactement comment est-ce que mes grains bougent déjà, parce que pour le voir, il faut avoir déjà une bonne résolution, un bon éclairage et tout ça, et ensuite l'évolution au cours du test. Et du coup, c'est avec ça que je détermine mes seuils, en fait. Ok. Et est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors avant, j'étais ingénieur. En fait, avant de faire une thèse, j'ai fait 2 ans d'ingénieur. J'étais ingénieur chez Eiffage, donc je faisais des digues autour du monde. Donc oui, je participais à développer des nouveaux types de digues, par exemple avec des blocs artificiels, des grands blocs de 40 tonnes en croix. Pour la faire simple, pour pas donner le mot scientifique, c'est X-blocs ou des jack-blocs. Et du coup, on faisait ça autour du monde pour limiter les submersions marines et tout ça.
Oui, une dernière Alors petite peut-être question. une dernière question avec le micro, si possible. Désolé, hein, je vous sollicite beaucoup aujourd'hui. Juste, pourquoi vous n'êtes pas devenu footballeur professionnel et après, avec l'argent que vous gagnez, vous pouvez créer une association? Eh ben voilà, bravo. Ça, c'est du pragmatisme. Bon, pour répondre à ta question, tu sais, ligament croisé, on connaît. Non, pour être plus sérieux, j'ai eu deux choix. J'ai eu le choix qui s'est présenté, c'est soit vraiment partir dans le foot, mais tu sais, l'incertitude, tu sais pas en fait, est-ce que tu vas réussir concrètement ou non. On te vend du rêve, les entraîneurs te vendent du rêve, mais est-ce que tu vas y arriver? Voilà. Et la recherche, c'était... moi, j'ai toujours aimé l'école, mais du coup, voilà, je me suis dit, la recherche, c'est quelque chose qui me semble plus concret, en fait, et j'aurais l'impression de jouer un rôle plus important pour l'humanité, entre guillemets, que d'être juste footballeur, quoi. Ça, c'est une très belle phrase de conclusion. Voilà, à méditer, hein, tous ensemble, collectivement. On peut vous applaudir bien fort. Merci à vous. Tous les 5. Merci à vous. Et, vous aussi, vous applaudir bien fort pour votre participation. C'était super.